Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le président Guélé rentre au pays après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et lors de ces mêmes Jeux Olympiques, Farez Ferjani décroche la première médaille pour la Tunisie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays cet après-midi, à l'issue d'une double mission qui l'a conduit successivement à Accra, capitale du Ghana, et à Paris. À Paris, dernière étape de son déplacement, le président de la République a participé à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 et à un sommet consacré au sport et au développement durable. Durant son séjour, il a également effectué une visite de travail au cours de laquelle il a été reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. L'un des moments marquants de cette rencontre a été la signature officielle du traité de défense par les deux présidents. Cet accord reflète la consolidation d'un partenariat stratégique essentiel entre les deux pays visant à renforcer leur engagement mutuel en matière de défense et de sécurité. Ce nouvel accord est appelé à renforcer davantage le partenariat historique entre la France et Djibouti, garantissant ainsi une sécurité accrue dans une région clé du globe. La première étape de la mission du président Guelleh a été à Accra, au Ghana, où il a pris part au 6e sommet semestriel de coordination de l'Union africaine tenu le dimanche 21 juillet dernier. Cette réunion, la première étape de la mission du président Guelleh a été à Accra, au Ghana, où il a pris part au 6e sommet semestriel de coordination de l'Union africaine. Eh bien, cette réunion a servi de plateforme pour analyser les principales préoccupations de l'organisation continentale, notamment l'attitude de l'Afrique à l'intégration économique, sa capacité à acquérir des attributs nécessaires à son autonomie financière et politique, ainsi que la tendance de ces États membres à privilégier le dialogue pour résoudre les différends. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mohamed Haïbé, a officiellement déposé le 5 juillet le dossier de candidature de la République de Djibouti pour M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce dépôt a été fait auprès de M. Dalm Raj, ambassadeur de la République de Maurice en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et doyen de la région de l'Afrique de l'Est, ainsi qu'auprès du professeur Guel Ditch, conseillère juridique de la Commission de l'Union africaine le 29 juillet 2024. La date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 6 août 2024, la candidature de Mohamed Ali Youssouf, un homme d'expérience et diplomate chevronné, dispose de tous les atouts pour répondre aux attentes et intérêts du continent, ce qui lui permettra de servir et d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'organisation panafricaine. Madame Amina Moussa Ali, Madame Wafa Rassim Ali et Monsieur Ousmane Abdi Ali, conseiller à l'ambassade de Djibouti en Éthiopie, ont également pris part aux côtés de l'ambassadeur. Voici le portrait de M. Mohamed Ali Youssouf, actuel ministre des Affaires étrangères et candidat à la présidence, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Au sein des élégants couloirs du palais présidentiel de Djibouti, une silhouette distinguée avance avec assurance, dépeignant une détermination olympienne. Avec une éloquence naturelle et un charisme apaisant, Youssouf incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne. Faisant résonner sa voix à travers les débats et les discussions nationales et internationales, à la fois gracieux et résolu, Mohamed Ali Youssouf, à l'âge de 58 ans, représente l'incarnation même de l'excellence et de la dévotion à la diplomatie panafricaine. Son parcours jalonné de succès et de compétences
témoigne d'une ascension remarquable. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat à Djibouti, il est attiré par les questions mondiales. Quoi de mieux d'apprendre les langues pour avoir une vision du monde qui nous entoure? Pour cela, Mahmoud Ali Youssouf poursuit ses études en France, se spécialisant en langues étrangères appliquées, et ce afin d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Armé de sa connaissance approfondie des langues et des cultures, il entame sa carrière en 1992 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Son ascension rapide l'a conduit à occuper des postes clés, notamment en tant que conseiller d'ambassade et directeur du département du monde arabe. En 1997, il a été nommé ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, devenant également le représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes. Son engagement et son expertise ont été rapidement reconnus, ce qui l'a conduit à être nommé ministre délégué à la coopération internationale en 2001. Puis ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2005, des postes dans lesquels il a été reconduit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, son empreinte dépasse les frontières de Djibouti, où il est loué pour son pragmatisme et son engagement envers la paix régionale et internationale. L'homme a été un acteur clé dans la médiation de nombreux conflits dans la Corne de l'Afrique, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans des eaux diplomatiques tumultueuses avec habileté. En tant que ministre de la diplomatie, Youssouf a su tisser des alliances stratégiques avec des puissances mondiales tout en défendant les intérêts de son pays. Son approche équilibrée et sa diplomatie de dialogue ont permis à Djibouti de jouer un rôle significatif sur la scène internationale, malgré sa taille modeste. Aux côtés du président Ismaïl Omar Guelleh, Mohamed Ali Youssouf a joué un rôle essentiel sur la scène politique africaine, contribuant activement à des projets majeurs tels que la zone de libre-échange continentale africaine et la résolution de plusieurs conflits, tout en promouvant la paix à travers le continent. Sa connaissance approfondie de l'Union africaine et son influence au sein de la Ligue arabe en font un atout précieux pour la coopération régionale et internationale. Parcourant le continent avec détermination, il a représenté Djibouti à l'étranger, défendant avec conviction les intérêts de son pays et de l'Afrique dans son ensemble. Au-delà de ses responsabilités officielles, Mahmoud Ali Youssouf est également reconnu pour son engagement envers le développement durable et la coopération régionale en Afrique de l'Est. Son leadership visionnaire et son engagement envers la stabilité régionale font de lui une voix respectée sur la scène diplomatique africaine. Il incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne, pragmatique, visionnaire, résolument tourné vers l'avenir. Son influence dépasse largement les frontières de son pays et son engagement envers la paix et la prospérité régionale continue d'inspirer et de guider les générations de futurs diplomates djiboutiens. Et dans l'actualité également, dans le cadre du projet d'appui aux organisations de la société civile du pays, le consortium PLE-IRICA a organisé une conférence débat au Palais du Peuple sur le rôle et la contribution de la société civile aux priorités et actions pour le développement dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire. Des jeunes issus de la société civile ainsi que des représentants des ministères sectoriels, notamment des cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Eau, ont pris part à cet événement. Eh bien, cet événement s'inscrit dans le projet de structuration et de renforcement des capacités techniques de plaidoyer, de communication et de partenariat des organisations de la société civile djiboutienne dans les thématiques sectorielles de l'eau, assainissement et de la sécurité alimentaire mis en œuvre par le consortium ONG PLE-IRICA. Plusieurs questions concernant l'accès à l'eau, l'assainissement et la sécurité alimentaire ont été débattues. Monsieur Elmi Awali, directeur exécutif de l'ONG PLE, a donné le coup d'envoi de la conférence en soulignant l'importance du rôle et de la participation de la société civile dans la promotion d'un développement durable. On l'écoute. La conférence aujourd'hui, elle est réalisée dans le cadre du projet de structuration de la société civile en un forum ou un réseau, comme vous l'entendez, sur les thématiques eau et assainissement et sécurité alimentaire. Je voudrais apporter quelques petites précisions. En application de l'article 2 de la vision 2035,
Comme l'a bien souligné le juriste Younis, le gouvernement de Djibouti a pour la première fois, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le PASOK, décidé de confier de l'argent aux organisations de la société civile. Auparavant, le gouvernement de Djibouti, à travers ce département ministériel ou tout autre département ou institution, ne confiait de l'argent à aucune association. Peut-être il y avait la DDS qui, à travers des petits micro-projets, avait commencé à travailler avec les organisations de la société civile. Mais il n'y a jamais eu d'action comme celle du PASOK. En application de cet article de la vision, le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère des Finances et de l'économie, le MEFI, et de sa direction de financement extérieur, avec un appui de l'Union européenne, ont fait concourir les organisations de la société civile pour bénéficier d'un appui pour promouvoir et structurer les organisations de la société civile. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a marqué une avancée significative dans sa lutte contre les violences basées sur le genre grâce à la décentralisation effective de ses services, de ses cellules d'écoute, d'information et d'orientation dans les régions de l'intérieur. En partenariat avec l'USAID, une importante délégation conduite par les secrétaires généraux de l'UNFD et du ministère de la Femme et de la Famille a sillonné les 5 régions de l'intérieur du pays pour inaugurer les antennes régionales de la cellule d'écoute de l'UNFD. La région d'Obok a eu l'honneur d'être la première à inaugurer son antenne régionale. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au siège régional de l'UNFD à Obok. Les opérations d'inauguration des antennes régionales se sont ensuite poursuivies dans les autres régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Dikil, Ali Sebi et enfin Arta le 21 juillet 2024. Les bureaux locaux des antennes auront pour mission de sensibiliser les communautés à l'importance de la lutte contre les violences basées sur le genre, de nouer des stratégies, des partenariats stratégiques avec les autorités locales, les ONG et les organisations communautaires et d'améliorer l'accès à l'information et aux ressources disponibles pour les victimes. Pour assurer l'efficacité des services, le personnel des antennes régionales a été formé sur le mécanisme de prise en charge des victimes par l'UNFD en collaboration avec le projet USAID. L'ouverture de ces antennes régionales représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Les femmes des régions de l'intérieur, longtemps obligées de se rendre à la capitale pour recevoir de l'aide, bénéficieront ainsi désormais donc des services de soutien psychologique, médical, juridique et social à proximité. Madame Sahar Hassan, coordinatrice de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation, a remercié les autorités régionales ainsi que les populations pour leur accueil et leur hospitalité envers les délégations de l'UNFD et du ministère de la Femme et de la Famille. Elle a également informé, vous l'entendrez, la population des régions que ces antennes sont opérationnelles depuis leur inauguration. Là, cette délégation a été présidée par Madame la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, avec l'appui technique de l'USAID. L'objectif principal était de décentraliser les services des cellules d'écoute dans les régions d'intérieur afin de faciliter l'accès aux personnes survivantes de violences basées sur le genre. Donc, depuis le 14 jusqu'au 21, la cellule d'écoute est opérationnelle. Donc, elle peut répondre aux besoins des femmes ou des victimes, plus précisément, ou des survivantes qui peuvent venir et consulter, bénéficier de ces services-là. À ce titre-là, ces services qu'offre la cellule, c'était un soutien psychologique, surtout pour les femmes, et d'accompagner et faciliter les procédures de réponse pour les victimes de violences basées sur le genre. À ce titre-là,
Je profite de cette occasion aussi pour dire que les cellules sont opérationnelles. Donc, pour répondre aux besoins de ces victimes-là ou de ces survivantes, je remercie la population locale déjà de nous avoir accueillis. J'appelle surtout la gente masculine à pouvoir nous accompagner pour lutter contre cette violence. Et cette rencontre de coopération entre la garde-côte djiboutienne et la JICA, le colonel Waïs Al-Baroleh, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir hier au camp de Doralé M. Araki, directeur général adjoint du département de la mise en œuvre de la coopération financière de l'agence japonaise de coopération internationale en visite de travail à Djibouti. Eh bien, à cette occasion, le colonel a présenté les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à la délégation de la JICA. Cette présentation a engendré une discussion approfondie au cours de laquelle les deux parties ont partagé leur expérience en matière de sécurité maritime et ont exploré les opportunités de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives. M. Yasumi Araki a souligné l'importance cruciale du rôle de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité et la sûreté maritime de la région du Golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandeb. Il a également salué la remarquable progression de cette institution depuis sa création. Cette visite de travail s'inscrit dans l'excellence de la collaboration entre la République de Djibouti et le Japon qui se traduit par un soutien continu envers la garde-côte djiboutienne à travers des formations, des dons en matériel et des équipements, dont 2 patrouilleurs de 35 mètres qui arriveront en novembre prochain. La visite s'est conclue par un échange de cadeaux et une photo de groupe pour marquer cette rencontre. Autre information, Djibouti-Ville face au Khamsin. Chaque année, en juillet, Djibouti-Ville se retrouve sous l'emprise implacable du Khamsin, un vent synonyme de chaleur intense et de danger accru. Les rafales de ce vent chargées de sable et de poussière peuvent atteindre les 50 km/h, créant un terrain propice aux incendies. La visibilité est réduite, augmentant les risques d'accidents et d'incidents. Pendant cette période, la moindre étincelle peut rapidement se transformer en incendie incontrôlable, ravageant tout sur son chemin. La menace est constante et la vigilance de chacun est essentielle pour prévenir les incendies et protéger les vies ainsi que les biens. La protection civile ne cesse d'appeler à la prudence, exhortant la population à ne jamais laisser un feu sans surveillance, que ce soit en cuisine ou ailleurs, et à faire preuve de la plus grande vigilance. La lutte contre les incendies pendant la saison du Khamsin est un combat de tous les instants. Nos soldats du feu, comme on les appelle affectueusement, se battent avec brio, dévouement et professionnalisme pour sauver des vies humaines et limiter les dégâts causés par les incendies. Pour plus d'éclaircissements, écoutons le sous-lieutenant Hamza Al-Hussein, chef de service du bureau Prévention et Prévision. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en cette période estivale où les températures grimpent, il est crucial de prendre quelques instants pour aborder un sujet de la sécurité essentiel, la prévention de l'incendie. Cette période de forte chaleur où les fonds violents, Khamsin, auxquels nous faisons face ces derniers temps, augmentent significativement le risque d'incendie sous nos communautés, quel que soit à domicile, sur nos lieux de travail ou dans les établissements récemment publics. La chaleur est associée à une augmentation des activités extérieures, à l'utilisation d'accrue des appareils électriques et des systèmes de climatisation. Cela peut malheureusement conduire à des incendies évitables si nous ne sommes pas suffisamment préparés. Pour minimiser ces risques et d'assurer la sécurité de tous, la Direction nationale de la protection civile vous encourage vivement à suivre quelques recommandations simples mais cruciales. Premièrement, assurez-vous que vos installations électriques et les appareils de climatisation sont en bon état de fonctionnement. Les surcharges électriques peuvent rapidement dégénérer en incendies dévastateurs.
Deuxièmement, gardez les espaces extérieurs et les environnements de votre domicile dégagés de tout matériau inflammable, tels que le feu sèche et le broussard. Ces éléments peuvent facilement s'enflammer sous les effets de chaleur. Troisièmement, soyez vigilants lors de l'utilisation des appareils cuissants ou gazinières. Un petit geste imprudent peut avoir des conséquences désastreuses. Enfin, assurez-vous que vos détecteurs de fumée et extincteurs sont opérationnels et que vous avez un plan d'évacuation clair en cas d'urgence. La préparation est la clé pour réduire le dommage potentiel en cas d'incendie. En adoptant cette mesure simple mais essentielle, nous pouvons tous contribuer à prévenir les incendies et à protéger notre communauté. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence pour assurer la sécurité et le bien-être de chacun pendant cette période de forte chaleur. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers la sécurité d'incendie. Restons vigilants et solitaires pour faire face à ces défis collectifs. Au cas d'urgence, n'ayez pas oublié d'appeler le 18. Ce service est fait pour vous. Dans le cadre du projet de formation au permis de conduire initié par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'évaluation de l'examen pratique de conduite pour 40 jeunes de la ville de Tadjoura a eu lieu lundi, donc hier, sous la supervision des inspecteurs du service des mines. Cet effort s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Jeunesse et de la Culture, visant à offrir aux jeunes des régions des compétences pratiques et des opportunités concrètes d'insertion économique. Le projet a pour objectif de doter les jeunes de Tadjoura des compétences nécessaires pour une conduite sûre et responsable tout en améliorant leur employabilité et leur autonomie. La session d'examen pratique a permis aux participants de démontrer les compétences acquises durant leur formation. Les inspecteurs du service des mines ont veillé à ce que les évaluations se déroulent de manière rigoureuse et équitable, garantissant ainsi que chaque candidat soit évalué selon des normes élevées de sécurité routière. Cette initiative promet d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles pour ces jeunes, renforçant ainsi la dynamique économique de la région. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions des inspecteurs. En voici une. examagii finaalkii conduitka waxa weeyaan dhalinyartii Tadjoura projetgii ka yimid wasaaradda. Dans notre magazine de ce soir, nous abordons le problème des sacs plastiques, un véritable fléau environnemental. Ces sacs défigurent notre paysage, envahissent la nature par milliers et menacent gravement la biodiversité en République de Djibouti. Reportage. Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien en passant par les détroits des Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie blé un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes. À travers cette stratégie, le gouvernement entend créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie blé étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Djibouti, en fin du mois de mai en 2023, cette année, a développé sa propre stratégie nationale de l'économie bleue. Cette stratégie est calée à la stratégie régionale de l'Union africaine qui a été développée en 2021, qui a été adoptée le 1er avril 2022. Notre stratégie présente une vision ainsi que des principes directeurs et des objectifs stratégiques. Avant la validation de cette stratégie nationale, qui a été validée au cours d'un atelier, de validation durant 3 jours, avant cette validation, il y a eu tout d'abord un atelier de concertation qui a permis d'identifier l'ensemble des acteurs prenant
les acteurs clés, les parties prenantes qui interviennent dans ce secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, le secteur de l'économie bleue est un nouveau secteur. Mais il faut savoir que le secteur, quant à lui, englobe des secteurs traditionnels qui existaient, mais aussi d'autres secteurs qui font l'émergence de nouveaux secteurs qui émergent. Par la suite, au mois de mai, la stratégie a été adoptée par l'ensemble de ces acteurs clés. Et la stratégie présente aujourd'hui 3 principes directeurs ainsi que des objectifs stratégiques qui permettent à ce que l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés intègrent. Pour concrétiser la fiabilité et la mise en œuvre de la conférence sur les stratégies régionales de l'économie bleue qui s'est tenue en avril 2022 à Addis Abeba, les ministères de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement avaient élaboré un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale d'une durée de 10 jours à l'ensemble des secteurs traditionnels de l'économie bleue qui s'est clôturé au Sheraton Hotel. L'objectif de cet atelier consiste à sensibiliser les intervenants au renforcement du rôle de l'économie bleue dans le développement durable comme moteur de croissance. L'initiative Croissance Bleue est un cadre accompagné et appuyé financièrement par la Suède dans la région de l'IGAD qui comprend 8 pays. Stratégie nationale de l'économie bleue. En tant que participant des régions côtières, M. Maki Humagaba a indiqué que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans les exploitations économiques durables des ressources des océans, des lacs, des rivières et autres plans d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques. Les secteurs identifiés comme relevant de l'économie bleue à Djibouti sont entre autres les activités portières et maritimes, la pêche, l'exploitation du sel, la société Jibar pour l'exportation des produits halieutiques, Djibouti Telecom pour ses canaux essentiels pour le transport de flux, information. Près de 500 câbles traversent nos profondeurs maritimes pour transmettre des données. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes d'eau douce est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre les réchauffements climatiques. L'économie bleue est très important. Ce concept a été lancé pour la première fois en 2012 lors du 10e anniversaire du sommet de Rio. Il y a eu une réunion au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est lors de cette conférence mondiale qu'a été lancé pour la première fois ce concept d'économie bleue. Et Djibouti a la chance d'avoir d'abord un milieu marin, nous sommes un pays côtier, mais surtout dans notre pays, le milieu terrestre les ressources naturelles sont moins importantes dans le milieu terrestre du fait de la désertification. Nous n'avons une pluviométrie qui est très faible. Nous n'avons pas des lacs, nous n'avons pas des rivières, donc il est difficile de développer par exemple l'agriculture, qui est la principale activité économique dans les pays africains. Par contre, nous avons un milieu marin qui peut nous donner l'opportunité de se développer encore plus sur le plan économique. Donc déjà, l'IGAD a développé une stratégie régionale d'économie bleue. Et à la suite de cette stratégie régionale, chaque pays a développé une stratégie nationale. Et Djibouti, comme tous les pays membres de l'IGAD, avec le soutien de l'IGAD, a développé une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cette stratégie met l'accent sur les opportunités dont puisse bénéficier Djibouti en tant que pays côtier. La viabilisation de ces projets novateurs économie bleue est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie djiboutienne. Nous ne pouvons pas être aussi pauvres alors que nous disposons des mers aussi riches. C'est pourquoi que notre pays doit se développer dans le domaine de l'économie bleue durable pour que toutes les activités économiques dérivant de la mer puissent profiter à la population. Le premier athlète africain à monter sur le podium aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est le Tunisien Fares Ferjani. Le jeune homme de 27 ans a décroché la première médaille de la Tunisie au JO dans l'épreuve de sabre individuel. Eh bien, Fares et son père Salah ont partagé leur joie dimanche, montrant la médaille d'argent avec fierté. Il est le second athlète tunisien à décrocher une médaille en escrime après celle en bronze d'Inès Boubakri lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Eh bien, Fares s'est incliné samedi en finale de la compétition de sabre face aux Sud-Coréens sur le score de 15-11. L'athlète médaillé est issu d'une longue tradition de dynastie d'escrimeurs
Son père a été un escrimeur international et maintenant un arbitre international. Eh bien, et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. La CIAF, forte de son expertise et de son succès dans l'aménagement foncier, est heureuse de vous annoncer la commercialisation des parcelles viabilisées de la phase 2 du projet de lotissement Nagad. La phase 2 comprend 2 zones distinctes, zone E et zone F, offrant des terrains adaptés à